Crise écologique, inquiétude face aux nouvelles technologies et notamment à l'intelligence artificielle et au transhumanisme, éco-anxiété, collapsologie, le moins que l'on puisse dire est que nous traversons une crise inédite. Mais est-ce la fin du monde ou la fin d'un monde ? Est-ce que ces changements que nous vivons ne riment qu'avec catastrophe, ou au contraire avec opportunité, mutation ? Bruno Marion, bonjour et merci de nous accueillir ici chez vous en Ardèche, au bout d'une route, sur une colline donnant sur un paysage magnifique. Alors on se sent loin, très loin de la fébrilité des villes que vous connaissez plutôt bien, Paris, Pékin, Tokyo, Los Angeles. Vous êtes en effet conférencier, prospectiviste. On vous surnomme le moine futuriste. Alors un surnom, car vous n'êtes pas moine, mais bien futurologue ou émergéologue, des mots dont nous allons parler dans un instant et voir ce qu'ils veulent dire. Vous êtes également écrivain, auteur de Chaos mode d'emploi il y a quelques années et du tout récent livre aux éditions Erol avec ce titre plutôt sympathique « On ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt ». Alors Bruno Marion, pour commencer, j'aimerais savoir si ce lieu dans lequel nous sommes, en Ardèche, c'est votre refuge pour vous préparer à l'effondrement du monde avec votre jardin bio, votre éolienne, ou est-ce un lieu pour trouver la sérénité et préparer vos livres et vos conférences ? Je fais tout pour éviter l'effondrement du monde et convaincre les gens qu'on peut l'éviter et de montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc du coup, pour répondre à votre question, non, ça n'est pas le lieu de survie en cas d'effondrement. Par contre, c'est vraiment un lieu d'expérimentation. Donc on est en Ardèche. Simplement, moi j'ai grandi en Ardèche, à Privas plus précisément. Pas loin d'ici, vous m'avez montré derrière les montagnes qu'on aperçoit. Exactement, c'est pas loin à vol d'oiseau et c'est un peu plus long parce que ça tourne la route en Ardèche. Pour aller à Privas. Et c'est plus l'idée d'expérimentation. Ça fait 16 ou 17 ans que j'habite dans cette maison. Et l'idée, c'était, moi, tout ce que je raconte dans mes livres, dans mes conférences, aux gens qui acceptent de m'écouter, je l'expérimente. Je l'expérimente dans ma propre vie. Et donc, j'ai travaillé dans cette maison la question de la résilience. Comment on peut apporter de la résilience dans sa propre vie, mais également à sa communauté, au sens ses voisins, son pays, si c'est important, ou à l'humanité en général. Alors, soyons clairs, vous vivez pas en autarcie ici. Non. Alors, pour moi, ça, c'est un truc, en général, quand les gens visitent ma maison, qui voient, vous avez parlé de l'éolienne, quand ils voient les panneaux photovoltaïques, le jardin potager bio, on a une réserve d'eau depuis la sécheresse. Je leur dis, alors ça y est, maintenant tu vis en autonomie ou en autarcie ou tu es autosuffisant. Et moi, ma réponse est toujours, la résilience tout seul, ça n'existe pas. Si vous avez peur d'une attaque de zombies, un peu comme les survivalistes, qui ont plein de bonnes idées par ailleurs, mais que vous achetez, je sais pas, des stocks de riz et une arme pour tirer sur vos voisins, mais vous allez vite vous emmerder, quoi. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps. Donc vous n'êtes pas du tout dans l'esprit des survivalistes, ni des survivalistes fortunés qui partent en Nouvelle-Zélande et qui se créent un bunker. Alors, c'est deux questions, pour moi, un petit peu différentes. Alors, je suis ni l'un ni l'autre. Les survivalistes qui se préparent, à passer d'éventuelles crises, je trouve qu'ils font des choses extrêmement inspirantes parce que je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel l'humain a toujours vécu, on est amené ou on peut être amené à traverser des crises. Donc d'avoir, je sais pas, moi chez moi, j'ai de quoi nourrir moi, ma famille et mes voisins s'ils en ont besoin, je sais pas, pendant un mois et demi. Ah, vous avez des réserves quand même. Oui, alors on a des réserves déjà de manière un peu, saisonnière et automatique, parce que quand vous avez un jardin potager, ça produit 2 ou 3 mois par an, donc on doit avoir 50 litres de ratatouille dans le congélateur. Si on en décongèle une, je peux vous offrir de la ratatouille. Donc voilà, donc je veux pas dire non, les survivalistes, c'est d'affreuses personnes. Non, c'est des gens peut-être qui ont un peu trop peur de mon point de vue ou qui voient le côté négatif. Et l'idée de se préparer à d'éventuelles crises me paraît une bonne idée. Les survivalistes qui vont acheter des bunkers ou construire des bunkers en Nouvelle-Zélande, ça c'est une autre question parce que ça c'est une question philosophiquement que je trouve intéressante.
c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les gens qui sont à la tête, on va dire, de notre système, veulent fuir ou envisagent de fuir la société que globalement ils ont créée. Que ce soit sur Mars ou que ce soit en Nouvelle-Zélande. Alors Mars, c'est une autre question parce que c'est pas forcément fuir. J'entends l'idée et je suis même sensible poétiquement, comme aller sur la Lune, aller sur Mars. Pourquoi pas? Est-ce que c'est utile ou pas? Je sais pas, mais je trouve ça poétiquement intéressant. Poétique, mais en même temps très égoïste quelque part et élitiste, non? Alors ça dépend comment c'est fait, pourquoi c'est fait. Je pense que vous parlez sans le dire d'Elon Musk. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais je pense que sa vision de faire de l'humanité une société enfin je peux pas parler de société, je sais pas, quelque chose de multiplanétaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, si c'est que effectivement pour s'enfuir, ça c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Alors Bruno Marion, vous êtes un expert en futurologie. Surprise quand on voit ce terme. Qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas un devin, vous n'allez pas nous dire ce qui va se passer demain, mais pourtant, expert en futurologie, comment comprendre cela? Alors, il n'y a pas de nom, de vrai nom, pour faire ce que je fais. En français, avant, on parlait plutôt de prospective, donc de prospectiviste. On parle de futuriste, on parle de futurologue. Et ce que je dirais, c'est que moi, ma mission, c'est d'aider les personnes et les organisations, enfin les collectifs, les groupes d'êtres humains, à vivre au mieux ce que je crois être une transition tout à fait exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, et d'en faire quelque chose, si possible, d'un peu mieux pour ceux qui viennent après, pour nos enfants. Et donc moi, mon métier de futuriste, de futurologue, peu importe le nom, c'est d'essayer de comprendre, de partager ce que je comprends avec, si possible, des mots simples pour que les gens, dans mon espoir, se l'approprient et essaient de prendre part. Mais alors, vous avez utilisé ce mot de transition. Aujourd'hui, on parle beaucoup de crise, de chaos potentiel. Donc vous parlez de transition. Qu'est-ce que vous mettez, je dirais, plus précisément sur ce mot de transition ? L'humanité a vécu des changements radicaux, on va dire. Et si on regarde, alors il y a plusieurs grilles de lecture qu'on peut utiliser, mais si on regarde l'évolution, on va dire, du couple organisation sociale et technologie, on peut dire qu'il y a eu 3 grandes révolutions jusqu'à maintenant. Quand on est passé de la chasse-cueillette à l'agriculture-élevage, ce qu'on appelle la révolution néolithique. Exactement. Il y a 10 000 ans à peu près. Ça a tout changé. C'est l'apparition ou l'explosion des religions monothéistes, par exemple, dans le monde. C'est l'apparition de l'État-nation. Enfin, ça a tout changé. Ça a tout changé. Donc il y a eu des transitions très régulièrement dans l'histoire des Homo sapiens. Absolument. Donc la première, c'est celle-là. La deuxième, on va dire, c'est la révolution industrielle. Là aussi, c'est des changements fondamentaux dans la manière dont on vit, dans la manière dont on vit avec les autres. Enfin, ça a beaucoup changé de choses. Alors, le point important, c'est que ces transitions, on parle de révolution, mais en fait, ça s'est passé sur des centaines ou des milliers d'années. Et ça n'a pas touché tout le monde au même moment. La transition que nous sommes en train de vivre, alors je ne sais pas comment faut l'appeler, vers la société de la création-communication, l'ère de la connaissance, du savoir, de la sagesse, je crois qu'on n'y est pas encore pour la sagesse, se passe depuis 30 ans. Enfin, c'est Internet, on va dire. C'est l'explosion des moyens de communication et donc d'échange au cours des dernières décennies. La vraie révolution, elle est là. La vraie transition, elle est là. C'est cette révolution numérique qu'on est en train de vivre. Alors, comment dire, la révolution, oui et non. Oui, parce que c'est un des éléments déclencheurs. Les technologies, l'agriculture a été la technologie, la révolution industrielle a été la technologie qui a fait la révolution, mais c'est aussi des révolutions sociales. Comment on vit? Il y a 30 ans, moi j'ai fait mon premier tour du monde à 25 ans. Quand je suis parti, pas de Facebook, pas d'Internet, pas de WhatsApp, pas de Skype, pas de téléphone mobile. C'est-à-dire que moi j'ai voyagé. On écrivait des aérogrammes qu'on envoyait à ses parents et ça durait pour dire que je suis encore vivant ou pour souhaiter bon anniversaire à ses parents. Et globalement, pendant 1 an,
on était isolé, pas de l'endroit où on était, mais on était isolé de sa famille et de ses amis si on voyageait. Alors si on remonte un petit peu plus loin, on était sur un bateau pendant 3 mois et on envoyait une lettre et probablement on espérait qu'elle arrive avant d'être mort. Donc aujourd'hui on est tous interconnectés en permanence. Nous n'avons jamais été autant connectés les uns aux autres. C'est, si vous voulez, les trois grandes caractéristiques de la transition que nous sommes en train de vivre, c'est le nombre, la connexion et la vitesse. Alors, attendez, le nombre, c'est la population. Oui, c'est ça. Nous n'avons jamais été autant nombreux. d'êtres humains sur Terre. C'est absolument faramineux. Moi, quand j'avais une vingtaine d'années, on était 3 milliards. Aujourd'hui, on est 8. Il y a 150 ans, on était 1 milliard. Donc, c'est une véritable explosion de la population humaine. Et ça, on a du mal à se rendre compte parce que c'est tellement incroyable. Mais c'est une opportunité ou c'est un danger ? Alors, je vais faire ce qui est largement connu, la crise en chinois, c'est à la fois une opportunité et un danger. Je pense que c'est les deux, ça dépend ce qu'on en fait. On peut dire que 10 milliards, je pousse un peu le truc, 10 milliards de personnes, ça veut dire 10 milliards moins 1 de gens qui peuvent m'enquiquiner, m'agresser, manger ma part de nourriture, ou c'est 10 milliards de personnes qui peuvent peut-être m'aider, nous aider à construire. Ça veut dire peut-être encore plus d'idées, plus créatifs, vont être artistes. Donc voilà, moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie de penser que 10 milliards, peu importe, 8, 9, 10, je sais pas si on peut vivre à 40 milliards sur cette planète, mais je pense que vu qu'on est 8 de ce que je connais de cette planète, on doit pouvoir pousser un peu, encore un petit peu. Si on, vous savez, souvent, dans mes trucs, je dis, voilà, le monde dans lequel nous vivons peut s'effondrer, vous avez parlé d'effondrement, ou au contraire, une nouvelle civilisation peut émerger. Et alors, civilisation, ça paraît un mot un peu prétentieux, mais une civilisation, c'est simplement comment on vit les uns avec les autres. Et je pense que, voilà, c'est ça l'enjeu, comment on vit les uns avec les autres. Visage, Thierry Lyonnais. Alors Bruno Marion, vous avez parlé du nombre, et ensuite la connexion, on l'a un peu évoqué. Depuis 10 ans maintenant, plus de téléphones portables sur Terre que d'êtres humains. Plus de la moitié de la population humaine connectée à Internet. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, parce que il y a 150 ans, on était 1 milliard. Aujourd'hui, on est 8. Il faut imaginer une salle dans laquelle, si vous êtes tout seul en train de nous écouter, il y aura 8 personnes. Si vous êtes 8, on peut dire 8 fois moins si on veut voir dans l'autre sens. Et mon truc, c'est de dire si on est 8 fois plus, c'est pas pareil. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis que c'est pas pareil. Mais en plus, faut imaginer qu'on est 8 fois plus et tout le monde parle en même temps avec les moyens de communication. Donc rien que ça, c'est un changement hallucinant. Mais là encore, alors je vous vois venir, c'est un avantage et un inconvénient. Ah bah oui, si vous voulez, les technologies en tant que telles sont souvent assez neutres. Ce sont des outils, quoi. Ouais, ça. Le grand danger auquel nous sommes confrontés, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Quand il y a eu la révolution culturelle, la révolution industrielle, la révolution... Là, on retrouve votre prisme asiatique. Exactement. Et votre la révolution industrielle. Ouais. C'est aussi l'apparition du barbarisme. On n'a jamais eu, deux formes de barbarisme. On n'a jamais tué autant de personnes sur Terre en si peu de temps de manière aussi industrielle. Et aujourd'hui, c'est pareil. Notre technologie, par exemple, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Si l'être humain n'arrive pas à faire un saut équivalent du point de vue cognitif, j'ai même envie de dire du point de vue du sens, donc du point de vue spirituel, oui, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de chance. Et je pense qu'on est là. Ah Bruno Marion, je disais vous êtes futurologue, mais vous dites aussi que vous êtes émergéologue. Là, on entend l'opposé quoi de la collapsologie. Oui, alors vous ne croyez pas émergéologue, ça n'existe pas. C'est moi. Ça n'existait pas avant que je l'invente. Et effectivement, c'est pour prendre un peu le contre-pied de la collapsologie, des collapsologues. Que vous lisez, là, on est dans votre bibliothèque, il y en a là. Et en plus ça, j'en connais. Il y en a un qui est un copain, qui est un très bon copain depuis 10 ans. Mon point, c'est ce que nous expliquent les collapsologues, c'est que on a passé un certain nombre de points de déclenchement, tipping point en anglais, et que le monde va s'effondrer. Et moi, je dis, ils ont raison, ils ont fait leur devoir. C'est des gens sérieux, ils racontent pas n'importe quoi. Donc vous les prenez au sérieux, vous prenez au sérieux les rapports du GIEC. Absolument. Oui, absolument. Il y a pas photo. Donc oui. Nous sommes à un stade où je crois que la civilisation telle que nous la connaissons peut s'effondrer. Et mon truc, c'est de dire, ça c'est qu'une partie de l'histoire.
Il y a une autre partie de l'histoire, c'est que ça peut s'effondrer ou ça peut émerger. D'où le nom d'émergologue ou d'émergologie et surtout d'émergence. Et je pense qu'on est là et qu'on n'a jamais eu autant de pouvoir pour collectivement se dire de quel côté on veut aller. Est-ce qu'on veut... Parce qu'on peut encore choisir le côté où on veut aller, parce que certains vont vous dire on n'a plus le choix. On va vers l'effondrement. Moi, je crois qu'on a le choix, en tout cas d'essayer. C'est l'histoire le mythe du colibri qui a été popularisé par Pierre Rabhi. Le petit colibri qui fait sa part. C'est ça, c'est des choix. Faire sa part. Voilà, c'est faire sa part. Alors moi, je rajoute par rapport à ce que disait Pierre Rabhi, c'est qu'en plus, non seulement on peut être le petit colibri et faire sa part, mais maintenant on peut être un petit colibri à effet papillon. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'avait pas vu dans le mythe ou la légende du colibri, c'est que... Excusez-moi, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on va quand même donner une petite explication sur le colibri. Alors, oh là là, elle est jolie comme toute cette petite histoire. C'est moi qui la raconte, je vais mal la raconter, surtout qu'on peut la faire durer... non. Des fois, elle la faisait durer très très longtemps. Non, on va la faire l'histoire, très courte, c'est que voilà, il y a le feu dans la savane. Tous les animaux de la savane s'enfuient, courent tous. Et il y a un moment, le plus célèbre d'entre eux, le lion, voit passer un petit colibri dans l'autre sens. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Faut t'enfuir. Et le petit colibri arrive pas à lui répondre parce que il est là comme si un peu il avait la bouche pleine. Et le lion lui dit, mais attends, mais dis-moi. Donc il y a un moment, le petit colibri ouvre le bec, fait tomber une goutte d'eau et lui dit, ah ben voilà, écoute, tu m'as fait tomber ma goutte d'eau. Moi, je porte une goutte d'eau pour essayer d'éteindre le feu. Et le lion lui dit, mais enfin, écoute, c'est vain ton action, ça n'a pas de sens, tu vas pas réussir avec une goutte d'eau. Ce à quoi il répond, moi je fais ma part. Moi je fais ma part. Et donc vous dites... Moi je rajoute une couche, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, le colibri, il a Twitter ou X ou Facebook ou je sais pas quoi, et donc il dit à tous les gens qui le suivent, regardez ce que je suis en train de faire, et du coup, tous les colibris de la Terre, et même peut-être les lions de la Terre vont se dire, faisons comme lui. Et donc il y a ce qu'on appelle des phénomènes d'auto-amplification. Peut-être que si vous prenez, vous êtes le petit colibri ou la petite colibri aujourd'hui, ce que vous faites, ce que vous dites, va peut-être déclencher des gens qui eux-mêmes vont appeler leurs amis, qui eux-mêmes... Et là, on peut vraiment faire quelque chose. Donc vous dites, ce n'est pas rien de faire tous ces petits gestes, tous ces petits engagements à notre niveau personnel. Alors, à la fois, c'est rien et pas rien. C'est-à-dire, par exemple, si on parle du climat... c'est sûr que qu'est-ce que vous allez faire, vous, je sais pas, à trier vos déchets alors que peut-être vous habitez à côté d'une raffinerie ou de je ne sais trop quoi qui produit des millions de tonnes de CO2. Et en même temps, faut faire les deux. Peut-être que de trier, ça va entraîner que vos voisins vont le faire, ça va entraîner que, etc. Donc je pense que faut faire les deux. Qu'est-ce que voulait dire Bruno Marion, vous qui avez écrit un livre qui s'appelle Le chaos mode d'emploi, un livre précédent, et dans ce livre vous dites le chaos, ce n'est pas le bordel. Comment comprendre cette expression ? Du point de vue scientifique, le chaos, c'est pas le bordel. Dans notre langage de tous les jours, quand on dit le chaos, en général, c'est pas une bonne nouvelle. Quand vous lisez la presse, surtout ces derniers temps, mais quand je dis ces derniers temps, c'est ces dernières années, c'est pas au moment simplement où on se parle. Pour la plupart des gens, le chaos, c'est le bordel, c'est le désordre, c'est la catastrophe. Et ça peut l'être. Du point de vue scientifique, le chaos, c'est ni bien ni mal. C'est un état, un peu comme l'eau peut être liquide, gazeuse ou solide sous forme de glace. Eh bien, ce qu'on appelle un système. Alors, un système, c'est quoi ? Un système, c'est un ensemble de trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Donc, nous tous les deux, là, nous sommes un système. Mon corps est un système. Votre famille est un système. Votre entreprise, la France, l'humanité sont des systèmes. Des trucs qui interagissent avec d'autres trucs. Comme l'eau, un système peut avoir plusieurs états. Un système peut être à l'équilibre, il bouge pas. Alors la vraie équilibre pour les êtres vivants, c'est la mort, donc c'est pas super cool. Il peut osciller, un peu comme une balançoire. Il oscille sans trop s'éloigner de l'équilibre, comme un thermostat qui contrôle la température. S'il fait trop chaud, il met la climatisation. S'il fait trop froid, il arrête la climatisation. Ce que nous apprennent les théories du chaos, et ça c'est nouveau, ça a quelques décennies qu'on sait ça. D'après les théories du chaos, à partir d'un certain point, j'ai déjà utilisé le mot de tipping point, de point de déclenchement, le système peut sortir de l'équilibre. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple du thermostat,
le thermostat est cassé. Il est devenu fou. S'il fait trop chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il met la climatisation. Puis quand il fait trop froid, il remet la climatisation un peu plus fort. Plus il fait froid, plus il fait froid. Plus il fait chaud, plus il fait chaud. Parce que nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Parce que nous n'avons jamais été autant connectés. Parce qu'un certain nombre de phénomènes s'accélèrent. Pas tous, mais un certain nombre de phénomènes s'accélèrent. Eh bien, on voit ce que je viens d'appeler des phénomènes d'auto-amplification. Plus on est riche, plus on est riche. Plus on est pauvre, plus on est pauvre. On a accès aujourd'hui à toute l'information, donc je pourrais dire, plus on est intelligent, plus on est intelligent. Si on a accès à la bonne information, si vous m'autorisez, je pourrais dire que si on a accès à la mauvaise information, si on sait pas la qualifier, la trier, je pourrais dire, plus on est con aussi. Donc il y a ces phénomènes où les choses s'amplifient, on parle d'auto-amplification. Et donc, le chaos, du point de vue scientifique, c'est quand on a passé le tipping point et qu'il y a ces phénomènes d'auto-amplification. Et le point important, c'est que d'après les théories du chaos, après cette période d'auto-amplification, plus il fait chaud, plus on est riche, plus on est riche, plus on est pauvre, eh bien, il y a deux possibilités. C'est l'effondrement, dont on a parlé, c'est la théorie des collapsologues, ou il peut y avoir l'émergence dont j'ai parlé, et je pense qu'on est là. On a passé le tipping point dans un certain nombre de domaines collectifs, de comment nous vivons ensemble, comment nous partageons notre vie, comment nous partageons cette planète, et qu'on est au bord de soit de cet effondrement, soit de cette émergence. Should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime. Alors Bruno Marion, certains vont vous dire, mais comment faites-vous, vous qui lisez à peu près une centaine de livres par an sur toutes les mutations de la société, que ce soit d'un point de vue économique, écologique et autres, comment faites-vous pour croire que l'homme et les femmes bien sûr, ont encore la capacité aujourd'hui de pouvoir transformer ce monde et de faire émerger une nouvelle civilisation quelque part? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Alors, vous avez raison d'utiliser le terme croire, parce que oui, je pense qu'il y a une part de croyance. C'est une croyance. Hein. Alors, il y a une part de fait, c'est que pour l'instant, on a réussi. on est là, on est encore là. Après, la partie croyance, c'est oui, je crois de ce que j'observe, mais peut-être que c'est pas peut-être, c'est certainement aussi ma manière de voir le monde. Mais c'est parce que vous êtes un optimiste profond et qui choisissez d'être optimiste, parce que c'est ce que vous donnez dans vos conseils, dans votre livre. On ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt. Dans votre livre, vous dites quelque part, choisissons d'être optimistes. Oui. Alors, c'est pas de moi. Quelqu'un a dit l'optimisme et le pessimisme, c'est pareil. C'est des gens qui sont convaincus que l'histoire est déjà écrite. Moi, je suis convaincu que l'histoire n'est pas écrite, d'une part. Donc, on a le choix. Et ça va même plus loin que ça. Je pense que nous n'avons jamais eu autant de pouvoir. Et ça, c'est paradoxal. Dans ce monde, on a l'impression que ce soit si on travaille dans une entreprise, dans une administration, simplement si on regarde les news à la télé, on a l'impression qu'on a perdu le contrôle, quoi. Le monde, c'est foutu, quoi. Il y a plein de gens qui croient. Et le pire, c'est qu'il y a des jeunes. Et beaucoup de jeunes. Et ça, c'est terrible, qui pensent que c'est foutu. Ça, c'est croire que l'histoire est écrite. Paradoxalement,
Parce que, justement, il y a ces phénomènes d'auto-amplification. Paradoxalement, individuellement, nous n'avons jamais eu autant de pouvoir. Dans le monde d'avant, pour faire changer les choses, fallait être très fort, très puissant, fallait être le président d'un pays ou le premier ministre, fallait être l'homme le plus riche du monde, ou faire la révolution, être beaucoup et faire la révolution. Alors, ça marche encore. Ça marche encore. Bien sûr. C'est encore, si vous êtes l'homme le plus riche du monde, vous probablement, vous aurez peut-être plus potentiellement de puissance que moi pour faire changer les choses. Et en même temps, grâce à l'effet papillon, c'est peut-être ce qu'on immodestement ce qu'on est en train de dire tous les deux ensemble aujourd'hui. Il peut circuler ou quelqu'un sur Internet, qui va avoir une idée et qui va en parler, ou surtout s'il en parle ou elle en parle numériquement sur Twitter, X, Facebook, je ne sais trop quoi, et l'idée va exploser. Imaginez Jésus, Mahomet, Bouddha avec Instagram. Ça paraît un peu ridicule, mais ça aurait pas mis des décennies ou des centaines d'années à porter la parole dans le monde. Et ben aujourd'hui on en est là. Et donc ce que vous faites, pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et pour le pire, ce que vous faites, ce que vous dites peut potentiellement avoir une influence qui va changer le monde, et ça peut être positif. Bruno Marion, j'aimerais qu'on laisse un peu de côté ce que nous venons d'évoquer sur effondrement, émergence, pour faire un peu connaissance avec vous maintenant, parce que votre parcours est intéressant. Donc on va passer quelques instants sur ce qu'a été votre parcours pour en arriver aux conclusions que vous avez aujourd'hui, que vous partagez aujourd'hui à travers vos livres, à travers vos conférences. Alors vous êtes né en Ardèche, vous êtes né pas très très loin d'ici, à Privas, et vous dites que tout enfant, vous étiez déjà curieux, vous vouliez comprendre le monde. Ah, oui. Et ça vous habite profondément, et ça continue, quoi. J'ai l'impression d'avoir un petit garçon, excusez-moi, devant moi, qui a toujours cette même curiosité sur la vie et sur le monde. C'est surtout quand on vieillit, de se faire traiter petit garçon, c'est toujours agréable. Je crois vraiment que ça m'a porté. Si vous demandiez à ma maman qui habite pas loin, je pense qu'elle vous dirait oui, c'est vrai. Moi, je me souviens de ce truc, c'est que par exemple, quand j'étais petit, pas bébé, mais quand j'étais gamin et même après ado, je sais pas, quand il y avait des dîners un peu familiaux, il y avait la table des grands et la table des petits. Et alors moi, la punition absolue, c'était de me retrouver à la table des petits. Je m'emmerdais royalement. J'ai un côté introverti qui s'entend pas forcément là quand je parle en public ou quand je vous parle, mais profondément, je m'emmerdais. Alors que aller à la table des grands, sans rien dire, mais écouter, j'étais absolument fasciné. Donc cette curiosité vous habite et vous habite absolument. Toujours. Elle m'habite toujours et elle influence ma manière de voir le monde et de ce que je raconte. Mais alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez fait d'abord des études scientifiques. Et après, un MBA, économie, finance. Pourquoi? Alors, je vais pas vous demander tout votre CV, mais rapidement, expliquez-nous comment s'est passé en vous cette démarche vers qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnellement. On va dire. Alors, honnêtement, je crois que quand on est jeune, je me posais pas tant que ça la question, c'est t'es bon à l'école, tu vas faire une filière scientifique et je suis devenu ingénieur. Après, voilà. Et d'ailleurs, si vous regardez comment l'être humain cherche à comprendre le monde, finalement, les trois manières principales, c'est pas les seules, mais c'est quoi la spiritualité ou les religions, la science et la philosophie. Et puis selon l'époque, un a un peu dominé les autres, quoi. On va dire que depuis 2500 ans, c'est plutôt la spiritualité et les religions. Depuis 300 ans, 400 ans, c'est plutôt la science. Et il y a eu des poches géographiques et temporelles où c'était plutôt la philosophie. Nous, aujourd'hui, c'est le prisme scientifique qui domine. Alors, qui domine, oui. Qui domine, même si on voit qu'on commence à avoir atteint un peu les limites, non pas de la science, mais de la pensée, si j'osais dire. Et on voit réapparaître la spiritualité. Bah oui, parce que ça ne suffit pas, ça ne suffit plus à comprendre ce qui nous arrive. Donc moi, effectivement, je viens plutôt du côté scientifique, même quand j'utilise les théories du chaos, etc., pour essayer de convaincre les gens et surtout en tirer des outils. C'est un peu ma lignée scientifique. Et moi, je me suis dit, comment découvrir le reste? Donc moi j'ai un peu commencé par on va dire la spiritualité, les religions. En particulier, je me suis intéressé à découvrir toutes les religions que je ne connaissais pas, ou les spiritualités que je ne connaissais pas. En particulier toutes les spiritualités que je vais dire asiatiques, quoi. Moi je connaissais pas du tout, j'avais jamais lu un bouquin. Donc j'ai passé beaucoup de temps en Asie. J'ai découvert, ça a complété ma vision plus judéo-chrétienne. Et en plus vous avez
Travaillé et vécu en Asie. Alors j'ai travaillé, vécu en Asie. Mes premiers bouquins étaient sur comment se comprendre. Et donc mon but c'était d'expliquer à la fois pour travailler, mais comment c'était il y a 30 ans, 25 ans, 30 ans, comment comprendre. Maintenant aujourd'hui, encore une fois, avec Internet, on a accès à tout. Mais à l'époque, c'était le monde. Donc c'est ce qui m'a permis de découvrir un peu toutes ces formes de spiritualité que je ne connaissais pas. Et puis je me suis intéressé à la philosophie, que je connaissais pas du tout, malgré l'enseignement de philosophie au lycée en France. Et voilà. Et moi là, je me suis intéressé à ces domaines que je ne connaissais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, ma vision est influencée par ces trois domaines. Et alors professionnellement, parce que vous avez eu aussi différentes périodes. Là maintenant, vous êtes un conférencier connu qui donne ses conférences dans des grandes entreprises à travers le monde. Mais vous avez été vous-même impliqué dans le monde de l'entreprise. Oui, moi j'ai travaillé pas loin de 15 ans, un peu plus dans le monde de l'entreprise. Et puis à 36 ans, j'avais pas d'enfant. Et je me souviens, à l'époque, ça a déclenché un certain nombre de... D'abord, à l'époque, à 36 ans, tout le monde avait des enfants autour de moi. Alors maintenant, c'est un peu les gens des enfants plus âgés, en étant plus âgés. Mais à l'époque, tous les dîners avec mes amis, les vacances, eux, ils avaient des enfants, donc me rappeler ma différence. Et moi, je me posais deux questions. La première, c'était... quel va être mon leg? Quel va être mon si je ne laisse pas mon ADN et mes gènes? Alors, depuis, je me suis rendu compte que c'était un délire égocentrique, tout le monde s'en fout, que je laisse mes, oui, mais pour mes vous, gènes. À ce moment-là, c'était important. Qu'est-ce que je vais transmettre, quelque part? Et puis exactement, qu'est-ce que je vais transmettre? Et l'autre aspect, c'était, peut-être que comme j'avais pas mes propres enfants sur qui projeter tous mes espoirs et toutes mes angoisses, j'ai commencé à m'inquiéter, peut-être d'abord aux enfants de mes amis, mais après, on va dire aux enfants en général, et de me poser la question, aujourd'hui on dirait mais quel monde on va leur laisser? Et c'est ces deux trucs-là à l'époque qui m'ont guidé. Moi j'avais donc vécu en Asie, j'avais beaucoup voyagé, rencontré beaucoup de gens, j'avais déjà à l'époque, donc ça c'était il y a 25 ans, ce sentiment que on vivait déjà une transition, pas autant qu'aujourd'hui, mais déjà. Et je me suis dit déjà à l'époque, cette transition elle est pleine d'opportunités, si on la comprend, si on a les bons outils, et plein de risques, si on la comprend pas, si on n'a pas les bons outils. Et donc je me suis dit, tiens, mon leg, ça va être ça. Il faut que je comprenne ce qui nous arrive et que je sois capable de l'expliquer avec des mots simples et de partager des outils. Donc c'est là que j'ai quitté le monde de l'entreprise. Ça a été gonflé de votre part de quitter un job bien payé que vous aviez au niveau international pour devenir conférencier. Vous avez eu le sentiment d'avoir une mission, parce que vous avez utilisé ce mot tout à l'heure. Ouais, c'était ma mission. Et il y a un moment... Alors oui. Comment vous définiriez votre mission? Ma mission, c'est de convaincre ceux qui sont pas encore convaincus que nous vivons une transition particulière. Vous savez, souvent quand je raconte ça, je dis mais Bruno, tu crois qu'on vit une transition, une époque incroyable? Il y en a toujours eu. Il y en a qui vont vous dire, mais il y en a toujours eu des transitions. Et ma réponse, ils ont raison. Bien sûr que l'humanité a vécu des transitions inimaginables. La différence, c'est l'échelle et la vitesse. Comme on l'a dit, la révolution industrielle, la révolution de l'agriculture, ça s'est passé sur des centaines d'années ou des milliers d'années. Et ça n'a pas touché tout le temps, tout le monde au même moment. La transition que nous vivons se passe à l'échelle d'une vie humaine. Et ça change tout. Et touche pratiquement tout le monde. Pas tout le monde, mais plus de la moitié de la population humaine connectée à Internet. Enfin, ça touche tout le monde. Et donc, ma mission, c'est de convaincre ceux qui sont pas encore convaincus que nous vivons cette transition incroyable de par son échelle et sa vitesse, et que ça peut être une bonne nouvelle. Et donc, de partager ma vision et surtout les outils. Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue individuel? Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue collectif? Donc, c'était déjà le cas il y a 25 ans. Mais Bruno Marion, il y a une dimension philosophique et même spirituel, utilisons le mot dans votre vision pour... on vous surnomme le moine futuriste. Alors, ça vient d'où cette expression? Vous n'êtes pas moine, non. Vous n'appartenez pas... Je suis pas vraiment futuriste non plus parce qu'on sait pas ce que ça veut dire. Alors, ça vient d'où cette expression, le moine futuriste? Alors, en fait, alors, je peux expliquer comment c'est arrivé et pourquoi je l'ai gardé. À l'époque, j'assistais, c'était tous les 2 ans à une grande, qui s'appelle la World Future Society. C'est tous les futuristes du monde qui se retrouvent. À l'époque, c'était aux États-Unis, dans des villes différentes. Mais là, c'était une année à San Francisco. Donc, je sais pas combien, on était 2500, 3000. Et j'arrive dans une salle où il y avait, 400, 500 personnes, une sorte de sous-réunion.
et le Eric, qui est un futuriste très connu dans le monde américain, et quand il me voit entrer dans la salle, il dit, en anglais, il dit, merci d'accueillir Bruno Marion, le moine futuriste français. Je lui dis, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Alors je me dis dans ma tête, c'est parce qu'il sait que je suis végétarien, que je médite tous les jours, que je m'habille toujours en noir, ça doit être ça. Mais enfin quand même, après, à la fin, je vais le voir, je dis, mais pourquoi tu m'as appelé comme ça? Mais il me dit, écoute Bruno, regarde, dans cette salle, mais même dans toute la convention, on est 3000, tu es quasiment le seul futuriste qui ne parle pas que de technologie. Et qui parle de ce qu'on a dans la tête, de conscience, d'évolution, de changement humain. Et je me dis, mais il a raison. C'est vrai que la plupart des futuristes, mes amis, mes collègues futuristes, ils vont vous parler alors en ce moment tous d'intelligence collective, de robots, enfin je sais pas, mais ils parlent de technologie. Et ils ont raison, parce que c'est encore une fois un déclencheur important. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que le plus grand danger, les technologies, on est quand même pas mauvais, quoi, hein, pour le meilleur et pour le pire. Mais on est quand même bon. Je pense qu'aujourd'hui, le grand enjeu, c'est effectivement, est-ce qu'on va être capable de faire un saut d'évolution philosophique, spirituelle, à l'échelle des sauts technologiques qu'on est en train de faire. Et puis après, je suis rentré en France. Mais attendez, excusez-moi, qu'est-ce que vous mettez par spirituel? Comment, je dirais, un changement de nos mentalités, mais donc aussi de cette dimension spirituelle, peut intervenir positivement face à la crise que nous sommes en train de traverser, ou dans cette transition dont vous parlez? Définir le spirituel, vous en avez tel que vous l'entendez, plus spécialistes que moi sur le sujet. C'est pour moi, c'est lié au sens. C'est pourquoi on est là. Pourquoi il n'y a pas rien. Il pourrait très bien y avoir rien. Pourquoi on est là? À quoi ça sert? Où on va? Et encore une fois, ça fait partie de ces questions que beaucoup de gens se posent depuis longtemps, auxquelles on a essayé de répondre par la religion, les spiritualités, la science, la philosophie. Et je pense que là, on est vraiment confronté de manière excitante et violente à cette question. Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Je disais, moi, ma mission, c'est de faire en sorte qu'on essaye de laisser un monde meilleur à nos enfants. Mais quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi? Parce que je crois que, je sais pas comment appeler ça, je pense que la conscience évolue. Et que l'être humain est quand même un porteur de cette conscience. Probablement pas, enfin moi je ne crois pas être le seul. Mais enfin c'est un porteur de cette étincelle de conscience qui est quand même un peu particulier dans l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc je pense que ça nous donne une chance et une responsabilité particulière. Pour moi voilà, c'est ça la responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à, de manière matérielle, laisser un monde meilleur ou pas pire que le nôtre, mais j'espère sincèrement meilleur que le nôtre à ceux qui viennent après. Et c'est aussi du point de vue du sens, quoi. Pourquoi on est là? Pourquoi? À quoi ça sert tout ça? Bruno Marion, au cours de votre vie professionnelle, dans la première partie de votre vie, mais aussi là récemment avec toutes les conférences que vous donnez, vous êtes amené à rencontrer des hommes et des femmes d'une grande diversité.
vous rencontrez des grands patrons, des chefs d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez rencontré des grands patrons des GAFA. Je ne sais pas. Peut-être pas jusque-là. Pas les cas des GAFA, pas les patrons, mais des gens, oui, très proches d'eux. Proches d'eux. Mais vous avez rencontré aussi des prisonniers. Oui. Vous avez été faire de l'écoute, de l'accompagnement dans des prisons, des membres des forces spéciales, des journalistes de guerre. Qu'est-ce que vous avez appris de l'humain à travers ces rencontres-là? Alors déjà, je suis content que vous me posiez pas la question qu'on me pose habituellement à ce stade-là, c'est de me dire, c'est lequel qui vous a le plus impressionné? Et en général, je sais pas quoi répondre. Non. Alors depuis, donc je ne vous la pose pas celle-ci, mais c'est plutôt justement c'est cette diversité de rencontres. Qu'est-ce que cela vous a enseigné sur l'humain? Il y a deux manières de voir le monde des humains. Il y a, je crois que c'est Hobbes, donc l'homme est mauvais, quoi. L'homme est mauvais, et donc il faut le contrôler, quoi. Il faut que la société le contrôle, quoi. Que la société le contrôle. Et puis il y a la version plus, on va dire Rousseau, qui est l'homme est bon, et si on arrêtait et on l'a rendu mauvais. Alors moi, je pense que on est peut-être un peu des deux. Maintenant, s'il fallait choisir, je suis clairement du côté Rousseau. Voilà, s'il fallait voter entre Hobbes et Rousseau aux prochaines élections, je voterais Rousseau. Je crois qu'on peut faire bien. Je crois qu'on peut. Que l'homme est bon. Vous croyez que l'homme est bon fondamentalement? Parce que c'est ça, la pensée de Rousseau. L'homme est bon et la société. Alors, voilà, encore une fois, je vote pour Rousseau. Mais donc oui, non, c'est pas mais. Et la route est difficile. Voilà. Et je pense que si on veut donner le meilleur de nous-mêmes, ça nécessite l'envie qui du coup peut aider à peut-être une petite forme de discipline de temps en temps. Mais alors Bruno Marion, ces puissants aujourd'hui qui ont quand même un pouvoir considérable, je reviens sur les GAFA, ces hommes qui dirigent ces entreprises ont un pouvoir déjà financier plus puissant que certains États. Ces gens-là ont une philosophie de vie qui va dans votre sens, qui va vers une action pour un meilleur vivre ensemble, ou ils courent après ce qui fait bien courir des gens, c'est-à-dire être toujours plus riche, toujours plus jeune, essayer de tendre vers l'immortalité pour certains. Vous voyez de qui je veux parler? Ouais, je voudrais pas faire avoir le rôle de juge. Je pense que par exemple les transhumanistes, ceux qui cherchent la vie éternelle, en tout cas leur vie éternelle, oui pour moi c'est n'importe quoi, on va être clair. Mais attendez, pour certains, notre avenir, c'est ça, c'est le transhumanisme. Oui, alors c'est pas ma vision. Alors moi pour le coup j'en ai rencontré. Du coup j'ai pas l'air son nom de famille, mais c'est José, son prénom. C'est un Américain, mais il est peut-être originaire d'ailleurs. Et alors lui son truc, donc c'est un des fondateurs de ce qu'on appelle la Singularity University, qui est le truc de Kurzweil. Enfin c'est vraiment le temple des transhumanistes. Et alors lui, son truc, c'est lui un des plus avancés sur la cryogénie. C'est-à-dire son truc, c'est de vous congeler, de se congeler, de vous congeler si vous en avez envie. L'idée étant que dans un certain temps, on serait capable de vous décongeler. Et alors moi, je me souviens d'une conversation avec lui et quelques autres transhumanismes, et je lui posais la question, mais alors excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, mais je lui disais, José, c'était en anglais, mais si tu congèles un con, tu vas décongeler un con. Alors ça leur a pas plu parce que ils se pensent tous sauf cons, hein. Ils se pensent même un peu supérieurs, intelligents, oui. Mais pour moi, ça pose plusieurs questions. D'abord, moi je pense que, je vais le dire un peu brutalement, mais je pense que la mort fait partie de la vie et inversement. Donc je suis pas convaincu de l'intérêt de supprimer la mort. Je suis même peut-être un peu convaincu de l'inverse. Mais Bruno Marion, il n'y a pas un côté très élitiste derrière, que finalement ils savent très bien qu'il y aurait qu'une petite minorité de la population qui pourra se payer tout ça, et que ce sera que les riches et les puissants. Et les autres, les pauvres, les petits vont disparaître. Moi j'irais même plus loin. Enfin, de toute manière, le fait de vouloir, moi, vivre éternellement, c'est un délire égocentrique. Parce que ça veut dire que, en plus, vous prenez la place enfin, si tout le monde, enfin, vous prenez la place de ceux qui pourraient venir ou de ceux vous encombrez la planète. Ça n'a aucun sens. Alors, pour répondre à votre question, c'est grand, c'est puissant. Moi, d'abord, je les ai pas tous rencontrés. Mais vous en rencontrez. Ils sont à l'image de notre société. C'est-à-dire que ils sont à la fois, compte tenu de leur puissance, ils la créent, mais ils en sont aussi la création. C'est-à-dire que je veux pas, pointer du doigt. Les transhumanismes, je me suis peut-être un peu lâché parce que, de mon point de vue, c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment n'importe quoi. Après, je pense qu'il y a plein de gens
y compris super puissants, y compris richissimes, qui cherchent sincèrement à faire le mieux possible. Maintenant, ils sont le résultat de là où on en est collectivement. De notre manière, écoutez, si on était tous Bouddha ou Jésus-Christ, on aurait peut-être, les GAFA fonctionneraient mieux. Simplement, on est nous-mêmes pas à ce niveau-là. Donc je pense qu'ils sont à notre image. Visage RCF. Bruno Marion, j'aimerais qu'on parle de ce que vous développez dans votre livre. C'est une certaine voie que vous proposez pour résister à cet effondrement et surtout à ce pessimisme qui nous entoure. Vous dites, il est important de construire, de clarifier ses rêves dans notre société en pleine mutation. Alors là, qu'est-ce que vous voulez proposer à travers mon livre, en fait, mon truc, c'était de faire vraiment un truc super pratique. Parce que dans mes conférences, là, quand on parle, on reste à un niveau assez, et c'est génial, philosophique, spirituel. Et j'ai voulu, et puis souvent, du coup, dans mes conférences, j'ai pas le temps, de donner vraiment, qu'est-ce que moi j'utilise, qu'est-ce que j'ai vu utiliser par d'autres personnes. Et donc, j'ai voulu partager tous les outils que j'ai expérimentés, que je continue pour certains à utiliser dans mon quotidien. Et moi, je parle des cadeaux du chaos. Ce que nous disent les théories du chaos, vous l'avez dit, c'est que le chaos, c'est pas le bordel. Il y a ce qu'on appelle un ordre caché. Ça s'appelle l'attracteur étrange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, souvent, dans la nature, il y a le désordre, il y a le hasard. Et là, on peut... Ce que nous appelons le désordre, mais on ne sait pas. Peut-être que ce désordre a un ordre qu'on ne voit pas. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a le désordre qui est le désordre, je sais pas, le mouvement brownien des particules, etc. Donc le désordre dans la nature, autant qu'on sache aujourd'hui, existe. C'est le hasard, on peut pas prévoir. Et puis il y a l'ordre. C'est si tout va bien, quand vous appuyez sur le frein dans votre voiture, ça freine On parle de système linéaire scientifiquement. Donc il y a le désordre, on peut pas prévoir, et il y a l'ordre, on peut prévoir une fois qu'on a compris. Et puis ce que nous apportent les théories du chaos, c'est-à-dire qu'il y a un troisième état, qui est l'état de chaos où à la fois, on ne peut pas prévoir, comme le désordre, et où en même temps, il ne se passe pas n'importe quoi. Il y a cet ordre caché qui s'appelle l'attracteur étrange. Et donc, moi, mon truc, c'est de dire, on est toujours influencé par la vision scientifique quand on parlait, j'ai fait un saut quantique dans ma vie. Qui c'est qui est capable d'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire? Tout est relatif, au sens de la relativité. Qui est capable d'expliquer la relativité? Donc moi, mon truc, c'est de dire, vous n'avez pas besoin de comprendre les théories du chaos. Maintenant, vous pouvez peut-être piquer 2-3 idées qui peuvent vous servir de manière pratique. Alors, par exemple, ça, c'est l'attracteur étrange. C'est votre rêve. Donnez-nous quelques exemples. Alors, je vais prendre comme exemple, avant même de parler de rêve, c'est une métaphore. C'est quoi un attracteur étrange? Parce que personne connaît l'effet papillon. Il y a pas mal de gens qui en ont entendu parler. Un attracteur étrange, pratiquement personne n'en a entendu parler. Je sais pas si vous avez déjà fait du vélo ou de la moto dans du sable. Alors, oui, ça m'est arrivé. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, la première fois, un de mes rêves, c'était de traverser le Maroc en moto avec mes amis. Je venais juste de terminer mes études d'ingénieur à Lyon. Et je suis parti en moto avec mes amis Franck, Pierre-Alain et François et moi. Et on est parti en moto. Et alors, moi, mon rêve, c'était de faire de la moto dans les dunes de sable qu'il y a dans le sud marocain. En Ardèche, il n'y a pas de sable. Enfin, il y a pas de dunes en tout cas. Vous n'avez pas pu vous entraîner là. Ouais, non, donc j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Mon guidon de moto se met à osciller, à aller dans tous les sens. Moi, je cherche à le contrôler, ce qu'il faut surtout pas faire, en me concentrant sur le... Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'effondrement, appelé autrement la gamelle, dans le monde des motards. Alors que j'essaie une deuxième fois, troisième fois, je suis un peu vexé quand même par cette affaire. Et mon ami Pierre-Alain, qui à l'époque faisait qui est toujours un ami, mais qui ne fait plus de moto de compétition, qu'on faisait à l'époque, il me donne les trucs. Et les deux trucs, c'est quoi? Le premier, c'est de regarder un point fixe. Un point loin devant, de ne pas se concentrer sur le guidon. Dit autrement, dans la ville aujourd'hui, sur tous les points, il faut avoir un point. Faut pas avoir le nez dans le guidon, c'est ça. Faut pas avoir le nez dans le guidon. Et alors là, vous verrez, si vous l'avez jamais fait, faites attention pour pas tomber, mais c'est miraculeux. Alors je sais pas comment ça marche, notre cerveau, le corps, mais on arrive à passer ce moment difficile. Et alors, transposer dans la vie, c'est ça votre rêve. Dans le monde d'avant, on pouvait avoir des rêves, mais vous savez, statistiquement, dans le monde d'avant, si vous étiez fils de paysan en Ardèche, statistiquement, probablement que vous alliez être paysan en Ardèche dans votre vie. Alors bien sûr, il y en a qui partaient à Lyon, à Paris ou plus loin. Et d'ailleurs, souvent, ça devenait des légendes. On écrivait des livres à propos de certains d'entre eux. Statistiquement, ça n'était pas représentatif.
Aujourd'hui, quelqu'un qui est né en Ardèche, même qui grandit, où est-ce qu'il va finir? Moi, la fille de mon voisin et ami qui habite juste à côté, mais elle a été dans je sais pas combien de pays. Elle a grandi là, à côté de chez moi. Alors, pour revenir au rêve, là, aujourd'hui, il vous faut ce point fixe que vous regardez. Donc, au loin, il faut avoir un projet, en fait. Voilà, il faut avoir un projet. Alors, vous appelez un rêve. Il faut avoir un rêve. Et mon truc, c'est d'en avoir un. Encore une fois, dans le monde d'avant, on pouvait avoir un rêve, mais on n'était pas obligé. La société nous guidait, en quelque sorte. Donc, on avait moins de liberté et moins d'incertitude dans sa vie. Bien sûr, il y avait déjà des maladies, des accidents de la vie. Mais globalement, moins d'incertitude. Il n'y avait pas un métier qui apparaissait et qui disparaissait tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Aujourd'hui, plus d'incertitude et plus de liberté. On est dans le sable. On peut plus contrôler les choses. Mais c'est vous ce que vous dites là, Bruno Marion, parce que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils peuvent plus rêver. Ils disent, ce monde-là, il est foutu. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? De toute façon, tout va s'effondrer. Et là, vous dites l'opposé. Vous dites à ces jeunes-là, les gars, les filles, ayez un projet, ayez un rêve. Ayez un rêve, et je leur raconte mon histoire de l'effet papillon en leur disant que vous n'avez jamais eu autant de pouvoir. Dans le monde d'avant, le gars qui voulait sortir de son milieu social, pas facile. Je dis pas que c'est facile aujourd'hui. Je dis que c'est beaucoup plus facile. Vous avez accès à toute l'information du monde avec un smartphone. Oui, mais qu'il faut savoir trier, il faut savoir gérer. Absolument. Vous avez tout un chapitre sur comment trier l'information. Il faut trier aujourd'hui. Ah oui, absolument. Mon point, c'est vous pouvez dans ce monde où on peut rien prévoir, vous pouvez créer votre propre attracteur étrange, le point fixe en moto, votre rêve qui fait que même si vous ne pouvez pas tout prévoir, il se passera pas n'importe quoi. Alors, un rêve, les gens me disent, mais moi, vous avez parlé d'aller sur Mars. Non, peut-être que votre rêve, c'est que vos enfants, quand vous deviendrez vieux, viennent vous voir une fois par mois ou une fois par semaine. Je sais pas, c'est peut-être que votre rêve, c'est quand vous serez à la retraite, d'avoir une maison dans tel endroit avec un petit jardin. C'est pas une question d'ambition. C'est une question d'être clair sur ce dont on a envie. Où est-ce qu'on se projette? Peu importe le temps d'ailleurs, ça peut être 1 an, 10 ans, ça dépend de votre âge. Et ça, c'est valable à tout âge en fait. Vous le dites, on peut le faire aussi bien quand on est jeune, c'est quand même très très important, mais à tout âge de la vie. Oui, vous parlez, mais absolument, même très âgé. Vous parliez des transhumanistes. La première question, une des questions que je leur posais, si tu veux vivre plus vieux, mais pourquoi? Parce que si c'est pour plus bouffer n'importe quoi, plus détruire la planète, plus être malheureux ça sert à quoi? Donc oui, je pense que le pourquoi en un mot et le pourquoi en 2 mots, c'est ça votre rêve. Pourquoi je suis là? Mais il y a quelque chose, Bruno Marion, pour ceux qui vous liront, qui fait beaucoup penser au développement personnel, à la pensée positive qu'on entend beaucoup aux États-Unis. On va dire, allez, arrêtez, c'est gentil, là, c'est des techniques à l'américaine, avec le côté péjoratif quand on dit ça, et c'est la pensée positive, quoi. Projetez votre rêve, vous y croyez, et ça va se réaliser. C'est magique? Alors, moi déjà, ça me dérange pas d'être associé au développement personnel, même si aujourd'hui c'est pas toujours bien vu. Dans ce que vous appelez l'approche positive, le positivisme, il y a des choses très bonnes. C'est la méthode Coué française. Et elle marche. Elle peut marcher en partie, et elle n'a jamais eu autant de raisons de marcher. Le truc, faut le faire avec réalisme. Dans le monde chaotique dans lequel nous vivons, on ne peut pas prévoir, et en même temps, on peut faire qu'il ne se passe pas n'importe quoi. J'ai pas dit qu'il allait exactement se produire ce que vous souhaitez. Moi, par exemple, je travaille sur mon rêve, j'en fais un chaque année. Vous l'écrivez. Je l'écrivais, et surtout, et là on arrive au 2e secret de mon ami Pierre-Alain, là, pour pas se casser la gueule en moto dans les dunes, c'est qu'il faut avoir un point fixe, mais il faut aussi mettre des gaz, il faut avoir un minimum de vitesse, il faut pédaler si on est en vélo. Et ça, c'est l'autre, pour moi, cadeau du chaos. Le premier, c'est cet attracteur étrange, le rêve, le point fixe qu'on regarde pour pas tomber dans toutes ces crises, dans les sables mouvants du monde d'aujourd'hui. Et le deuxième, c'est pédaler, c'est les routines. La première routine, peut-être la plus importante, s'il ne devait en y avoir qu'une, c'est de visualiser. Et ça, c'est très bien décrit dans les méthodes de positivisme, etc. C'est de visualiser votre rêve. Et là, et vous augmentez, je peux pas vous dire que ça va se produire, vous augmentez la probabilité. Après, il faut regarder ça avec énormément d'humilité, qui est peut-être pas toujours dans les méthodes de développement personnel, de positivisme. Non, l'humilité, c'est de dire, moi, je vais faire ma part. Un peu comme le colibri, et après, peut-être que je vais prendre une météorite sur la tête, être touché par... Moi, je pense que la personne qui est touchée par un accident grave de la vie, une maladie, la perte d'un être cher, il y a des méthodes de développement personnel qui vous disent, t'es responsable de tout, c'est toi qui l'as créé.
Je suis pas toujours convaincu. Je pense qu'il y a des choses qui nous échappent, que ce soit l'univers, Dieu, j'en sais rien, mais il y a des choses qui nous échappent. Oui, mais maintenant, je suis convaincu que on peut augmenter les chances d'aller là où on a envie d'aller. Le cas que vous venez de donner, quelqu'un qui a un accident, plutôt que de s'enfoncer par la culpabilité, vous allez lui dire, il faut que tu aies un rêve. Et ce rêve-là, ça peut être de remarcher ou ça peut être de repartir en voyage ou de refaire du sport. La première chose, c'est que je ferai preuve de beaucoup d'humilité. Moi, je me souviens un jour, j'animais un séminaire, donc c'est pas une conférence, il y avait, je sais pas, une vingtaine de personnes. Et je raconte mon histoire, voilà, le monde peut être à l'équilibre, osciller pas trop loin de l'équilibre, il y a le tipping point, on a des crises, l'auto-amplification, puis après ça s'effondre, ou il y a une émergence. Et à la pause, il y a un monsieur qui vient me voir, que je ne connaissais pas, et qui me dit, écoutez, je suis extrêmement touché par ce que vous avez raconté. Et bon, l'histoire et je vais la faire courte, mais c'est, lui et sa femme, annonçaient que leur fils, qui avait à l'époque, je me souviens plus, mais il était tout petit, avait une maladie pour laquelle on ne pouvait rien faire. Et donc, il était condamné. Les médecins donnaient quelques mois. En fait, ça a duré plusieurs années. Et il dit, ben voilà, moi, tout ce que vous décrivez, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie personnelle. Et effectivement, dans la vie personnelle, alors dans la vie de tous les jours, encore une fois, l'équilibre parfait, c'est la mort. Hein. Donc, c'est plutôt, on a des bons jours, on a des mauvais jours. Et puis, il peut y avoir un accident de la vie qui fait que, d'ailleurs, les dépressions, c'est souvent pas que des moments de désespoir total, il y a aussi des moments d'euphorie. Et là, qu'est-ce qui se passe après ? Et tous les gens qui ont traversé d'énormes épreuves vous disent que c'est la résilience de Boris Cyrulnik. Les gens s'en sortent. Parfois, ils parlent d'éveil. Et c'est ce que ce gars-là, ce monsieur me raconte ça. Moi, j'étais au bord des larmes parce que c'était une histoire effroyable. Donc, il a perdu son fils et il dit, voilà, on en a fait. Et aujourd'hui, malgré cette épreuve atroce, je pense être, je sais plus quel mot il a utilisé, mieux ou plus riche qu'avant. Vous dites, Bruno Marion, qu'il faut avoir des rituels de succès, hein. C'est-à-dire qu'il faut y croire. On a son rêve et il faut agir, il faut pédaler, comme vous dites, et en même temps, il faut avoir des petits rituels tous les jours où on s'envoie quoi ? Des bonnes informations ? Alors, l'idée du rituel, c'est l'idée d'utiliser, donc de pédaler, et c'est aussi le colibri, mais le colibri à effet turbo, à effet papillon. C'est de dire si des petites modifications, on parle souvent de, si vous mettez 1 euro à la banque aujourd'hui, et qu'il y a 1% d'intérêt par jour, pas par an, mais par jour. À la fin de l'année, il faudra refaire le calcul, vous aurez 3600 euros. On parle d'exponentiel, c'est Einstein qui avait dit, si on comprenait les intérêts composés, on comprendrait le monde et on verrait la folie de la chose. Eh bien, c'est en changeant des petites choses, moi je parle de 5 minutes par jour. Et je voudrais vous donner peut-être 2 exemples de choses qui, moi, ont complètement changé ma vie. C'est par exemple le rituel du pardon et le rituel de la gratitude. La gratitude, c'est que chaque jour, je me pose la question de trouver 3 événements, 3 personnes pour lesquelles j'éprouve de la gratitude. Et alors ça, où est le côté auto-amplificateur ? Par exemple, si vous faites ça le soir, vous allez voir que même une journée de merde, vous allez trouver des choses positives. Et du coup, vous allez mieux dormir. Donc demain, vous serez en meilleure forme. Et voilà, vous allez peut-être plus facilement atteindre votre rêve. Et le pardon, savoir pardonner tous les jours. Tous les jours, vous avez votre petit rituel de pardon. Pardon aux autres et pardon à vous-même. Et d'ailleurs, vous retrouvez ces choses-là dans la totalité des religions et des formes de spiritualité. Pour terminer, Bruno Marion, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie pour vous ? Alors d'abord, c'est réussir sa vie, avec un grand S, c'est-à-dire que la réponse n'est pas la même pour moi, pour vous. Et pour vous, Bruno Marion ? Pour moi, c'est d'avoir participé à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'évolution de conscience. Je suis convaincu que l'être humain, la conscience, le divin, si vous êtes croyant, ou l'univers, si vous l'êtes moins, est sur un chemin, un peu comme un enfant qui grandit. Et je pense qu'aujourd'hui, on est un peu adolescent, d'où les problèmes, Et je pense que spirituellement, nous, l'univers, le divin, a pas encore. Et voilà, moi, je voudrais faire ma petite part, de contribuer à cette évolution. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Marion, de faire votre petite part, de nous partager dans vos conférences et dans vos livres. Je renvoie donc à Chaos Mode d'emploi, que vous avez publié il y a quelques années, et puis ce dernier livre que vous publiez aux éditions Erol, qui s'intitule « On ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt ». Tout s'effondre, un manuel pour s'en sortir. Merci de votre accueil dans cette magnifique maison, fruit d'un de vos rêves qui s'est réalisé. Oui, absolument, absolument. Merci à vous. Merci.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.